Fin 1892, un confrère et ami m'adressa une jeune dame qui était en traitement chez lui pour des rhinites purulentes, faisant chroniquement retour. Comme il apparut plus tard, une carie de l'os ethmoïde était la cause de l'opiniâtreté de ses maux. Dernièrement, la patiente s'était adressée à lui pour des symptômes nouveaux, que ce médecin avisé ne put plus mettre sur le compte d'une affection locale. Elle avait complètement perdu la perception olfactive et était poursuivie quasi sans cesse par une ou deux sensations olfactives subjectives. Elle ressentait celle-ci comme très pénible, était par ailleurs d'humeur abattue, fatiguée et se plaignait d'avoir la tête lourde, l'appétit et la capacité d'agir diminués. La jeune dame, qui vivait comme gouvernante dans la maison d'un directeur d'usine, dans la banlieue de Vienne, me rendait visite de temps à autre à mes heures de consultation. Elle était anglaise, de constitution délicate, peu pigmentée de peau et, hormis l'affection du nez, en bonne santé. Ses premières communications confirmèrent les indications du médecin. Elle souffrait d'humeur dépressive et de fatigue, était tourmentée par des sensations olfactives subjectives, manifestait, parmi les symptômes hystériques, une analgésie générale assez nette avec une sensibilité au toucher intacte. Les champs visuels ne montrèrent, lors d'un examen superficiel, manuel, aucune limitation. L'intérieur du nez était parfaitement analgique et dénué de réflexes. Des attouchements étaient ressentis, la perception de cet organe sensoriel était supprimée, autant pour les stimuli spécifiques que pour d'autres, ammoniac, acide acétique. Le catarrhe nasal purulent se trouvait justement dans une période d'amélioration. Lors de mes premiers efforts pour rendre compréhensible ce cas de maladie, il fallut que les sensations olfactives subjectives, en tant qu'hallucinations faisant retour, se laissent interpréter comme des symptômes durables hystériques. L'humeur dépressive était peut-être l'affect relevant du trauma, et il fallait pouvoir trouver une expérience vécue lors de laquelle ces odeurs devenues à présent subjectives avaient été objectives. Cette expérience ne pouvant être que le trauma comme symbole duquel les sensations olfactives faisaient retour dans le souvenir. Peut-être était-il plus exact de considérer les hallucinations olfactives faisant retour, y compris l'humeur dépressive qui les accompagne, comme des équivalents de l'accès hystérique, la nature d'hallucination faisant retour, les rend bel et bien inaptes au rôle de symptômes durables. Mais ce n'était pas là ce qui comptait dans ce cas aux formes rudimentaires. Il était en revanche tout à fait indispensable que les sensations olfactives subjectives manifestent une spécialisation telle qu'elle pouvait correspondre à leur provenance à partir d'un objet réel tout à fait déterminé. Cette attente se trouva bientôt accomplie. À ma question pour savoir quelle odeur la poursuivait le plus souvent, j'obtins en réponse « comme celle d'un entremets brûlé ». Je n'avais donc qu'à supposer que c'était effectivement l'odeur d'entremets brûlé qui avait été présente dans l'expérience vécue à l'effet traumatique. Que des sensations olfactives soient choisies comme symbole mnésique de trauma est certes assez inhabituel, sauf qu'on était tenté de donner raison pour ce choix. La malade était affligée de rhinites purulentes, c'est pourquoi le nez et ses perceptions étaient au premier plan de son attention. Des conditions de vie de la malade, je savais seulement que dans la famille dont elle avait en garde les deux enfants, il manquait la mère, qui était morte quelques années auparavant d'une maladie grave, foudroyante. Je décidai donc de prendre l'odeur d'entremets brûlés comme point de départ de l'analyse. Je vais raconter l'histoire de cette analyse comme elle aurait pu se produire dans des conditions favorables. En fait, ce qui aurait dû être une seule séance s'étendit sur plusieurs, puisque la malade ne pouvait venir me voir que pendant les consultations, où j'avais peu de temps à lui consacrer. Et une seule de ces conversations s'étala sur plus d'une semaine, ses obligations ne lui permettant pas non plus de faire assez souvent le long trajet de l'usine jusqu'à moi. Nous nous interrompions donc en plein entretien pour reprendre le fil au même endroit la fois suivante. Miss Lucy R. ne devint pas somnambule
lorsque je tentais de la mettre en hypnose. Je renonçais donc au somnambulisme et je menais toute l'analyse avec elle dans un état qui, de toute façon, se distinguait peut-être assez peu de l'état normal. Ok. Alors on peut commencer. Ça filme. Comment? Ça filme. Ça filme déjà? Oui. Ah d'accord, alors je couperai après. Alors, la dernière fois, j'ai terminé, lorsque c'était Marc-Antoine et moi, on a terminé en disant qu'on allait faire Elisabeth Foner aujourd'hui, plus Caterina. D'ailleurs, cette erreur, j'ai fait plusieurs fois, à plusieurs reprises, avec tout le monde. Je pense que Jean, je t'avais parlé aussi d'Elisabeth Foner. Et en fait, il s'agit de Miss Lucière. Miss Lucière, qui est le deuxième cas clinique de Freud dans les études sur l'hystérie. C'est le troisième cas de l'ensemble du livre. Et Caterina, qui suit celui de Miss Lucière. Donc, la dernière fois, on a discuté, Marc-Antoine et moi, d'Émilie von N, qui était un cas que Freud avait soigné à partir de 1889. Freud avait 33 ans. Ici, c'est 1892. Freud a déjà 36 ans. Donc, c'est quelques années plus tard que Émile Foner. Alors bon, on peut commencer par les impressions. Jean, tu veux dire un mot sur, sur le texte de Miss Lucière? Oui, bon, c'est un texte qui m'a beaucoup intéressé. J'ai été frappé, je l'ai lu en allemand et en français. J'ai été naturellement frappé par l'aspect très méthodique de Freud, avec l'idée qu'il y a un procédé qui permet d'accéder, de permettre aux patients d'accéder à certains souvenirs. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il considère que le fait de mettre à l'écart certains souvenirs dans ce qu'il appelle des groupes psychiques séparés, c'est une action volontaire. Il l'a décrit comme une action volontaire. Et puis, alors, pour retrouver ces souvenirs, donc, il propose certaines techniques qui ont pour but de mettre à l'écart la critique consciente pour retrouver ces symptômes, les laisser revenir. Et en particulier, il y a des manipulations, le fait de mettre la main sur la tête du patient, le fait de tenir la tête du patient, parce qu'il explique qu'au moment du relâchement, alors, la critique consciente est mise à l'écart. Et donc, les souvenirs mis de côté dans un groupe psychique séparé peuvent, à ce moment-là, revenir. Et puis, ce que je trouve extraordinaire, c'est la manière dont il déclare que la technique est infaillible. Et il annonce aux patients que ça marche tous les coups. Et si, par hasard, ça ne marche pas et qu'il ne vient pas quelque chose, c'est que vous avez voulu encore mettre de côté le souvenir. Alors ça, c'est très frappant. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un souvenir qui crée une contradiction douloureuse chez le patient entre ses intentions ou ses pensées conscientes et puis le souvenir qui entre en conflit avec les valeurs, avec les représentations du patient. Et alors à ce moment-là, elles sont mises dans un groupe psychique séparé. Le terme inconscient apparaît peu, il est présent, mais il apparaît une fois à la fin. Autrement,
c'est la notion de groupe psychique séparé, et puis la notion de Et c'est clivage. la notion de double conscience, de deux types de conscience différentes. On ne parle pas d'inconscient, mais de deux états de conscience, Oui, de qui groupe d'ailleurs sont psychique. des états éveillés Et d'ailleurs, et ça c'est une chose somnambules. intéressante parce que c'est une pensée qui reprendra dans les années 20, quand il développera toutes les théories sur le clivage du moi. Ah oui. Il reprend beaucoup de termes de cette époque-là. C'est vrai. Spaltung. Même l'idée de défense, il va reprendre, il va cesser de parler de défense pendant presque 20 ans, et va reprendre ces années. Oui. En tout cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est la question du clivage du moi. Là, il ne parle pas de clivage du moi, il est question du moi. À un moment donné, il le met entre guillemets. Oui, il parle de moi. Oui. Mais il le met entre guillemets. Il n'a pas encore élaboré la théorie du moi, il viendra plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est cette Spaltung, ou bien Abspaltung, séparation ou dissociation, mais volontaire, de contenu psychique et de la création de contenus psychiques séparés, de groupes psychiques séparés, et il s'agit de rétablir le contact. Le contact a été coupé. Donc, il ne parle pas non plus de refoulement, sauf que le mot apparaît une fois. Il apparaît une fois. En fait, ce qui est refoulé, c'est aucun des contenus, c'est le lien entre les contenus, n'est-ce pas? Ah, ok, Oui, c'est le lien entre les contenus qui est plus accessible. Sauf que, justement, les techniques qu'ils proposent sont censées permettre de rétablir ce lien et de revivre le conflit, mais d'une façon qui n'est plus douloureuse et qui peut être acceptée. Alors bon, les exemples qu'ils donnent sont intéressants, et puis les récits sont intéressants. Mais je ne sais pas ce qu'il y a. Mais dans ce que vous dites par rapport à l'aspect très volontaire, conscient, je sais pas, le fil, le cerveau. Non, par rapport à cet aspect volontaire, il en parle aussi dans le fait que le patient est au courant, finalement est acteur de ce qui lui arrive. Il est conscient, il sait qu'il y a quelque chose qui cause son mal-être, mais il ne sait pas exactement quoi. Donc même là, mais au départ, l'action de mettre à l'écart est présentée comme volontaire. Ouais. Ce qui est tout à fait inattendu quand on pense à Freud et puis au fait que Freud, oui, il a défini une notion d'inconscient. On ne s'attend pas à le voir dire que c'est des actions tout à fait conscientes du patient, au départ. Mais est-ce que c'est historiquement... Parce que dans Katharina, il revient sur son opposition avec Janet, qui parle... Oui. Je sais, je l'en parlais déjà la dernière fois, je ne vais peut-être pas revenir, mais il revient avec cette idée de la question de la dégénérescence. La dégénérescence, des stigmates, quelque chose. Il y a quelque chose, peut-être, où il lutte contre cette théorie-là, je me demande. C'est le fait que le patient soit acteur et ne subisse pas des mots, son hérédité. Je me demande si ça va avoir quelque chose. C'est évidemment, il est opposé à toute idée que le syndrome névrotique soit le résultat d'une d'une dégénérescence. Ce n'est pas un processus dégénératif, et il insiste là-dessus. En même temps, il y a une chose très drôle, c'est que finalement, il réduit le fait, à un moment donné, il réduit le fait de mettre à l'écart certains souvenirs, il parle de pusillanimité morale, Zaghaftigkeit, n'est-ce pas? Et ça veut dire que le patient n'a pas eu le courage d'intégrer ces souvenirs. C'est une question de courage. Oui, il dit s'il aurait eu un peu plus de courage mental, probablement il n'aurait pas eu le symptôme. Oui, exactement, il y a ce mot qui il met finalement, c'est aussi l'idée déjà de l'instance qui ira refouler. Plus tard, elle va mettre ça, elle va parler même de refoulant. Pas de refouler et de refoulant. Et le refoulant, c'est cette instance morale qui peut-être plus tard va devenir sur moi ou autre, même si... Mais là, cette instance est supposée être quand même trop faible, parce que si elle avait été plus forte, elle aurait intégré le souvenir. C'est ça. Il y a un manque de courage. Le mot moutier, n'est-ce pas? Et Zaghaftigkeit, ce qui veut dire être un peu hésitant, ne pas assumer vraiment. Mais lorsqu'il parle de manque de courage, ça veut dire il commence à donner le sens de quelque chose d'interdit qui serait écarté.
Parce qu'il y a interdit, deux mais- types de choses qui sont écartées. C'est pas interdit, c'est désagréable. C'est ça, désagréable. C'est douloureux, c'est désagréable. C'est le traumatisme. La Oui. base centrale dans tous ces textes, à partir déjà de Breuillère, c'est l'origine, c'est le traumatisme. Ça veut dire c'est le désagréable. Mais à partir du moment où il parle de morale, c'est parce que c'est pas uniquement désagréable dans le sens où c'est un traumatisme, mais c'est désagréable dans le sens où c'est quelque chose de honteux ou de Socialement. non avouable. Oui, ça suggère une notion de surmoi, mais le surmoi n'est pas du côté où on imagine. Puisque, Oui, oui. puisque justement... Je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que là, quand il parle de courage, on le sent un peu moralisateur. On dirait que le psychiatre ou le thérapeute, il est du côté du surmoi, Oui. ici. Ah oui, Oui, oui. tout à fait. Oui, d'ailleurs, dans Amy Fonen, elle le remettait un peu en place de temps en temps en disant qu'il exagérait, il avait des moments où il s'énervait, il voulait absolument qu'elle l'obéisse, ça veut dire en se guérissant ou en supprimant certains symptômes. Ici, c'est drôle parce qu'il essaye aussi il parle déjà de suppression, comme il parlait chez nettoyer. Émile Fonen. Émile Fonen, il essayait de supprimer certains souvenirs désagréables. Ça veut dire, c'était très contradictoire parce qu'il fait rappeler pour ensuite supprimer. Oui, bon, pour supprimer le contenu désagréable. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il y a une affaire de nettoyer, catharsis, n'est-ce pas? Ouais. Tout ça, c'est de la catharsis. Ouais. C'est un nom général pour tous les aspects de sa méthode. Et catharsis, ça veut dire nettoyer. Katharos, ça veut dire pur. Kataireo, ça veut dire lever, soulever, enlever les tâches. On dit bien enlever, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il s'agit vraiment d'une entreprise de nettoyage. Et pour ça, alors faire revenir ces tâches qui ont été refoulées et ensuite les laver. C'est-à-dire les laver, on ne les supprime pas, mais on leur enlève leur caractère conflictuel ou pénible par le fait d'avoir accepté, d'avoir constaté et puis de l'avoir intégré. Mais oui, en fait, l'aspect thérapeutique de cette action n'est pas tellement développé là-dedans. Il semble que le seul fait de le faire revenir, c'est censé être déjà thérapeutique. C'est ça. Non, mais dans le précédent texte, D'ailleurs, il fait revenir, mais après il lui dit maintenant vous allez oublier. c'est ça que des je choses. disais que c'est un peu C'est très contradictoire. contradictoire, là. Mais la catharsis, c'est faire revenir. Bien aussi, faire Ça revenir fait d'une revenir, certaine mais pour façon, nettoyer. même le revivre. N'est-ce pas? Au départ, Pour le nettoyer, donc pour le resupprimer. donc, Ça veut dire le le mot- supprimer autrement. Oui, c'est supprimer autrement. C'est-à-dire que le mot catharsis, ça a le sens général de laver, et puis déjà dans l'Antiquité, ça a un sens médical qui est de purger. Hein. Donc, c'est purger les émotions. Ça ne veut pas dire les supprimer, mais ça veut dire leur enlever leur caractère pathologique. Mais ça, c'est pas tellement explicité là-dedans. Mais cette notion, elle est dans l'Antiquité. Il n'en parle pas dans l'introduction, où il fait référence aussi à la poétique d'Aristote, où il parle de la catharsis, dans ce qu'on Donc, assiste dans la à un tragédie, drame, bien sûr. dans la tragédie. Et il me semble qu'il en parle dans l'introduction aux études sur l'hystérie, où il me semble qu'il développe un peu plus. Mais il faudrait que je le Donc, prenne. je n'ai pas relu la Mais traduction. ce qui est frappant de lecture depuis aujourd'hui, c'est que la notion justement de nettoyage, qui est médical, de laver, etc., si on lit depuis aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui est complètement oublié dans ce texte, c'est le corps. J'ai l'impression, par exemple, vous entendant, qu'il n'y a que le psychisme. Mais pour Freud, c'est qu'il n'y avait que le psychisme. Et que tout cet appareil était quand même... Et en même temps, ce sont Organisé. des symptômes qui se manifestent physiquement. organisé. C'est ce qu'on appelle l'innervation corporelle. Voilà, il aurait mieux de laver ses sinus, je pense. Parce qu'avec un bon lavement de sinus, il n'y aurait pas d'odeur de fumée, il n'y aurait pas tout ça. C'est-à-dire que avec la lecture d'aujourd'hui, on dit, bon, cette pauvre bonne femme, elle avait des polypes infectés dans le nez, qui aujourd'hui seraient résolus autrement. Et ce que je trouve très bizarre, c'est qu'il y a comme
un clivage, donc il y a une séparation. Il lutte contre cette séparation psychique en disant vous n'admettez pas, etc., etc. Et lui il fait une division, il fait une séparation du corps. Il faut que je m'explique plus en détail sur ce point de la technique de mon procédé. Lorsqu'en 1889, je fréquentais les cliniques de Nancy, j'entendis le vieux maître de l'hypnose, le docteur Liébaud, dire « Oui, si nous possédions les moyens de rendre somnambule tout un chacun, la méthode de guérison par hypnose serait de toutes la plus puissante. » À la clinique de Bernheim, il sembla presque qu'un tel art existât réellement et qu'on pût l'apprendre de Bernheim. Mais dès que je tentais de pratiquer cet art sur mes propres malades, je remarquais que de ce point de vue, des limites très étroites étaient posées, du moins à mes forces à moi, et que là où un patient ne devenait pas somnambule au bout d'1 à 3 tentatives, je ne possédais aucun moyen de le rendre tel. Mais le pourcentage des somnambules resta dans mon expérience loin derrière celui indiqué par Bernheim. Après cette longue mais inévitable digression, je reviens à l'histoire de Miss Lucy R. Lors de ma tentative d'hypnose, elle ne devint donc pas somnambule, mais elle était seulement tranquillement allongée, soumise à un certain degré d'influence léger, les yeux continuellement fermés, la mine un peu rigide, sans bouger le moindre membre. Je lui demandai si elle se souvenait en quelle occasion la sensation olfactive d'un entremets brûlé était apparue. Oh oui, je le sais très précisément. C'était il y a environ 2 mois, 2 jours avant mon anniversaire. J'étais avec les enfants dans la salle d'études et je jouais avec elles. Il s'agit de 2 filles. Je jouais avec elles à faire la cuisine. Voilà que me fut remise une lettre que le facteur venait de déposer. Je reconnus au cachet de la poste et à l'écriture que c'était une lettre de ma mère de Glasgow. Je voulus l'ouvrir et la lire. Les enfants se précipitèrent alors sur moi, m'arrachèrent la lettre des mains et crièrent « Non, tu n'as pas le droit de la lire maintenant. C'est certainement pour ton anniversaire, nous allons te la mettre de côté. » Pendant que les enfants jouaient, ainsi, autour de moi, se répandit soudain une odeur intense. Les enfants avaient planté là l'entremet qu'elles avaient sur le feu et il avait brûlé. Depuis lors, cette odeur me poursuit. Elle est en fait toujours là et devient plus forte quand je suis en émoi. Vous voyez cette scène nettement devant vous, concrètement telle que je l'ai vécue. Qu'est-ce qui pouvait donc vous mettre tellement en émoi ? Cela me touchait que les enfants aient été si tendres envers moi. Ne l'était-elle pas toujours ? Si, mais justement quand je reçus la lettre de la mère. Je ne comprends pas. Dans quelle mesure la tendresse des petites et la lettre de la mère auraient produit un contraste que vous sembliez pourtant insinuer ? C'est que j'avais l'intention de partir chez ma mère et en même temps j'avais le corps gros de quitter ses chers enfants. Qu'en est-il de votre mère ? Est-elle donc si seule dans la vie et vous êtes-elle appelé auprès d'elle ? Ou était-elle malade à cette époque et vous attendiez de ses nouvelles ? Non, elle est maladive mais pas précisément malade. Elle a une dame de compagnie avec elle. Pourquoi deviez-vous alors quitter les enfants ? Ce n'était plus tenable à la maison. L'intendante, la cuisinière et la française semblent avoir cru que j'étais imbu de ma position. Elles ont comploté une petite intrigue contre moi, ont rapporté au grand-père des enfants toutes sortes de choses sur moi, et je ne trouvais pas chez les 2 messieurs le soutien que j'avais attendu lorsque j'allais me plaindre auprès d'eux. Là-dessus, j'ai offert ma démission à monsieur le directeur. Il me répondit très aimablement que je devais malgré tout prendre 2 semaines pour réfléchir avant de lui communiquer ma décision définitive. C'est dans ce moment de suspens que je me trouvais à l'époque. Je croyais que j'allais quitter la maison. Depuis, je suis resté.
Et quelque chose de particulier vous attachait-il aux enfants, hormis leur tendresse pour vous? Oui. Sur son lit de mort, j'avais promis à la mère, qui était une parente éloignée de la mienne, que je m'occuperais de toutes mes forces, des petites, que je ne les quitterais pas et remplacerais la mère auprès d'elle. Cette promesse, je l'avais rompue quand j'avais donné ma démission. Ainsi, l'analyse de la sensation olfactive subjective semblait achevée. Celle-ci avait été, en effet, objective autrefois, et intimement associée à une expérience vécue. Une petite scène dans laquelle des effets antagonistes s'étaient opposés entre eux. Le regret de quitter ses enfants et les vexations qui l'avaient pourtant poussé à cette décision. La lettre de la mère lui avait rappelé, on peut le concevoir, les motifs de cette décision, puisqu'elle pensait partir d'ici pour aller chez sa mère. Le conflit des affects avait élevé ce moment au rang de trauma. Comme symbole du trauma, lui était restée la sensation olfactive qui y était liée. Il y avait besoin encore d'expliquer le fait qu'elle ait choisi comme symbole, parmi toutes les perceptions sensibles de cette scène, justement cette unique odeur. Mais j'étais déjà préparé à utiliser, pour l'explication, son affection nasale chronique. En réponse à mes questions directes, elle indiqua aussi que, justement, en cette période, elle avait de nouveau souffert d'un rhume si violent qu'elle ne sentait presque rien. Elle percevait malgré tout dans son excitation l'odeur de l'entremets brûlé, odeur qui passait outre l'anosmie organiquement fondée. Du fait que Miss Lucy Eyre ait succombé à la conversion hystérique à ce moment-là, je tirais la conclusion que parmi les présupposés de ce trauma, il devait s'en trouver un qu'elle voulait intentionnellement laisser dans l'ombre, qu'elle s'efforçait d'oublier. Si j'additionnais la tendresse pour les enfants et la susceptibilité envers les autres personnes de la maisonnée, cela n'autorisait qu'une interprétation. J'eus le courage de communiquer cette interprétation à la patiente. Je lui dis « Je ne crois pas qu'il y ait là toutes les raisons pour ce que vous ressentez envers les deux enfants. Je suppose plutôt que vous êtes amoureuse de votre patron, le directeur, peut-être sans le savoir vous-même, que vous nourrissez en vous l'espoir de prendre effectivement la place de la mère, et à cela s'ajoute encore que vous êtes devenu si susceptible à l'égard des domestiques avec lesquels vous avez vécu en paix pendant des années. Vous craignez que ceux-ci viennent à remarquer quelque chose de votre espoir et à se moquer de vous à cause de cela. » Sa réponse se fit sur le mode laconique qui était le sien. « Oui, je crois qu'il en est ainsi. Mais si vous saviez que vous aimez le directeur, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? C'est que je ne le savais pas, ou mieux, ne voulais pas le savoir. Je voulais me le sortir de la tête, ne plus jamais y penser. Je crois que j'y ai d'ailleurs réussi ces derniers temps. Pourquoi ne vouliez-vous pas vous avouer cette inclination? Aviez-vous honte de l'idée d'aimer cet homme? Oh non, je ne suis pas si sottement prude. De toute façon, on n'est pas du tout responsable de ce que l'on ressent. Si la chose m'était pénible, c'est seulement parce qu'il s'agit du patron au service duquel je suis, dans la même maison duquel je vis, et envers lequel je ne sens pas en moi la même totale indépendance qu'envers un autre. Et parce que je suis une fille pauvre, et lui un homme riche, d'une grande famille. On se moquerait d'ailleurs de moi si l'on soupçonnait quelque chose de cela. Je ne trouve alors aucune résistance pour mettre en lumière la naissance de cette inclination. Elle raconte que les premières années, elle a paisiblement vécu dans la maison, accomplissant ses devoirs, sans en venir à des souhaits impossibles à accomplir. Mais un jour, ce patron sérieux, suroccupé et habituellement toujours réservé à son égard, avait entamé avec elle une conversation sur les exigences de l'éducation des enfants. Il devint plus doux et plus cordial que d'ordinaire, lui disant combien il comptait sur elle pour prendre soin de ses enfants orphelines
et la regardant en même temps d'une manière particulière. À ce moment-là, elle se mit à l'aimer et se complut à être toute préoccupée par l'espoir joyeux qu'elle avait puisé dans cette conversation. C'est seulement lorsque plus tard, rien d'autre ne suivit, lorsque malgré son attente impatiente, il n'y eut pas de deuxième heure d'échange de pensées intimes, qu'elle décida de se sortir l'affaire de l'esprit. Elle me donne entièrement raison. Ce regard, dans le contexte de la conversation, devait concerner le souvenir de sa défunte femme. Et elle voit tout à fait clairement que son inclination est tout à fait sans issue. Parce qu'il dit quand même que cet état, ben oui, ce qu'il appelle un catarrhe purulent ethmoïdal, attire l'attention de la patiente sur les symptômes olfactifs. Et c'est pour ça que... Donc il en parle de temps en temps, il en parle, c'est-à-dire qu'il le décrit, mais on a l'impression qu'il veut affirmer une primauté du psychisme sur la plainte. Peut-être c'était aussi par l'incapacité du traitement ORL de l'époque. Probablement, il n'avait pas ni cortisone ni antibiotiques comme on a aujourd'hui pour pouvoir éliminer tout ça. Donc, ce qui est que l'appareil pour visionner le. Donc en fait, il a résolu son chagrin d'amour, elle pleure moins, donc il y a moins d'affection en réel. Mais c'est étrange, ça, cette histoire. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est moi qui délire un petit peu. Non, mais c'est un peu étrange, cette histoire, parce qu'il parle... Moi, j'ai regardé un peu ces histoires de sinus, machin, puis il parle d'une carie de l'ethmoïde. Alors moi, j'ai pas très bien compris ce que c'est une carie, parce qu'on peut faire une infection des sinus plutôt au niveau maxillaire, parce qu'on a les dents, et puis il suffit que les dents sont infectées, ça fait une sinusite. Mais c'est d'après ce que j'ai lu, la revue médicale suisse, c'est assez rare qu'à partir d'une infection du sinus maxillaire, que ça se propage à l'ethmoïde, les cellules ethmoïdales qui sont là. Son symptôme, c'est plutôt un symptôme de sinusite. Oui, mais il parle de carie de l'ethmoïde, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas compris non plus, mais je reprends un peu l'idée de Daisy. Ça veut dire, en traduisant un terme actuel, on a l'impression qu'il y a les sinusites. Ce sont des symptômes de sinusite, ou de polype infecté. Une sinusite chronique. Les polypes infectés. Il y a quand même la fixation sur ces odeurs qui sont liées à des souvenirs. Les odeurs. Il y a deux choses. Il y a deux choses. La question de l'infection, elle reste cachée derrière les polypes. Et des fois, il faut opérer. Jean est en train de parler justement qu'il y a deux choses différentes, n'est-ce pas? Et c'est sur ça que Freud il joue. C'est clair qu'il y a la question physique d'une sinusite qui fait que c'est typique de la sinusite, surtout de la sinusite chronique, de sentir des odeurs. Bon, on ne va pas parler d'hallucination olfactive. Exactement, c'est bizarre qu'il parle d'hallucination. Hein, parce que on sent une odeur, et ça c'est organique, cette odeur une odeur étrange. Alors, ce que Freud travaille, c'est sur la question de l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui se pose sur cette question organique. Mais pourquoi, dans un premier moment, elle parle de dessert brûlé, et dans un deuxième moment, elle parle de cigare. Alors c'est le côté poétique pour décrire le problème organique que Freud Elle ne décrit pas le problème organique, c'est deux choses différentes. Le problème organique crée une anosmie, c'est-à-dire qu'elle perd les sensations olfactives, mais elle les perd. Il lui présente de l'ammoniac ou je ne sais pas quoi, elle ne le sent pas. Donc il y a en relation avec son état physique des troubles olfactifs, c'est-à-dire une anosmie. Mais en plus, alors, il y a des perceptions qui n'existent pas, subjectives. C'est pour ça qu'ils les appellent des hallucinations, une perception subjective, et notamment ces odeurs Mais est-ce que tu considères que c'est une hallucination? Je n'appellerais pas ça une hallucination. Comment tu appellerais? C'est un souvenir. Voilà. C'est un souvenir. Il y a des fixations, c'est-à-dire que quand on passe par une maladie et qu'on a des sensations
corporelle de cette maladie, c'est-à-dire à chaque fois qu'on est en stress, on peut revenir sur la sensation de maladie. Par exemple, mal de tête, mot de tête. On a des patients, ils ont mal de tête, il dit, voilà, je sens, ça chauffe, j'ai mal à la tête, etc. Mais c'est quelque chose qu'il a traversé, qui reste un peu fixé, et à chaque fois qu'il est stressé, ça revient exactement à la même sensation, comme si c'était là, alors qu'on n'arrive pas... Et ça, c'est très courant. De la même façon que sur un membre amputé, on a encore des sensations. Exactement, c'est-à-dire une sensation fantôme. Donc, Oui, là, ça serait alors une odeur fantôme. On pourrait dire comme ça. Ouais. Mais moi, ça m'a paru un peu préconstruit. ah bah c'est très enfant chez Freud, Non, mais, surtout à ce non, moment-là. mais quand je dis très construit, ça veut dire un peu inventé, même très inventé. Mais quoi, Ouais, mais de la part de Ça marche Freud trop ou de bien, la part de c'est- ça marche trop bien. Le collègue ORL, ou je sais pas comment il l'appelait, mais cette patiente va pas bien, mes traitements ne marchent pas, donc c'est psy. Alors, on se croirait dans une consultation de psychiatrie de liaison. Et à la fin, elle guérit, on sait pas trop comment, finalement. Oui, Et c'est là- cet aspect publicitaire de l'ensemble. Elle guérit notamment des troubles de l'humeur. Ils Oui, sont mais de liés. tout, mais aussi elle a plus des coups. Je crois qu'il le dit à la fin, elle a plus ses problèmes de rhinite. Enfin. Mais il mentionne que tout va bien pour le mieux. Peut-être que tout va bien. J'entends, c'est pas. Tout va bien, C'est pas dit que c'est ce soit l'humeur. lié. Il y a l'humeur, Ouais. et puis il ne dit pas que le fait qu'elle va mieux sur le plan ORL est le résultat de sa thérapie. En tout cas, Non, il n'a pense pas dit ça, mais... Ouais. mais Et d'ailleurs, il dit à la fin qu'il y a un reste au niveau ORL, qu'il y a toujours Oui, quelque chose. ce qui est intéressant, c'est qu'il veut quand même faire valoir sa construction, sa théorie. Mais c'est-à-dire que cette histoire de pourquoi elle s'améliore, du pourquoi, du comment elle s'améliore, c'est qu'il découvre, je pense, petit à petit les effets de la talking cure, c'est-à-dire le fait de s'adresser à l'autre, le fait de la suggestion, comme vous dites, la suggestion. Il y a tout qui commence à opérer et il commence à sentir au tout début. Donc ça l'aide un peu, mais ça confirme un peu. Mais surtout, les comme dit prémices de sa Jean, théorie. ceux qui s'améliorent dans ce cas, c'est l'humeur. Hein, parce qu'elle avait des signes de dépression au début. Mais à part ça, tu parles de la relation. Hein. En fait, il en est très peu question. Il est peu question de transfert. Mais lui, il n'est pas c'est pas du tout voilà, le cas. mais il a Là, la il donne prémisse. des indications, il dit ce qu'il faut faire, il Oui, donne il est la dans une main, position il de donne maître. C'est le Oui, maître, une position de etc. Mais ça a des effets, on sait. Encore Oui, aujourd'hui, bien si sûr, on y ouais. revient à l'hypnose, c'est parce qu'on sait que ça a des effets. Ouais. Des effets thérapeutiques. Mais je pense qu'il lui, il commence à sentir, c'est après coup qu'il va un peu reprendre ces choses. Mais pour l'instant, il s'agit de confirmer cette théorie telle qu'il est sur le moment. Donc voilà. Mais il y a eu une amélioration un peu, comme on dit, de surcroît. Donc, moi, il y a une chose, je vous interroge là-dessus, parce qu'il parle dans la succession des événements, dans le déroulement du traitement, il y a 3 souvenirs, il faut juste qui émergent. Souvenirs olfactifs. Il y a les entremets brûlés, c'est quand c'est associé au fait qu'elle... c'est son anniversaire, elle reçoit une lettre de sa maman, et elle ne sait pas si elle va quitter cette famille, et puis en même temps, en quittant cette famille, elle trahirait une promesse faite à la mère décédée, qui est une amie, donc il y a une sorte de conflit moral. Et puis, Je termine juste. Et puis ensuite, il parle de deux autres souvenirs qui sont assez associés. Il y a cette vieille dame, cette dame qui va embrasser les enfants, et puis le patron lui dit « si ça se reproduit, je vous chasse ». Et puis ensuite, il y a l'épisode du cigare, où le chef comptable de l'entreprise du patron veut embrasser les enfants, et puis il dit « stop, ne les embrassez pas ». Donc il y a ces 3... ma question, c'est quelle causalité il attribue Freud à tout ça? Est-ce qu'elle fait une conversion parce qu'elle a peur d'être chassée ou de devoir partir et de quitter l'être aimé? Ça, c'est celle qu'il semble être la plus probable, en tout cas dans la manière dont Freud l'expose.
Mais il y a quand même cette histoire de conflit moral où il y revient pas tellement. Moi, je trouve pas si clair que ça, comme il donne beaucoup de détails, il essaie de théoriser, mais au final, moi, je suis un petit peu sur ma faim. Je sais pas ce que vous en pensiez, ou si on prend ces trois événements. Alors, bon, si on prend effectivement ces événements, je trouve assez étonnant la manière dont Freud ose proposer cette interprétation. Vous êtes amoureuse de votre patron. Oui, Ça, je trouve c'est presque comme ça. Il est Oui. direct et puis il explique même comment elle est tombée amoureuse comme ça. C'est son côté un peu, parfois un peu voyant ou il essaie un peu de découvrir les choses, toujours Oui. dans une recherche d'ailleurs de l'occulte, n'est-ce pas? Oui. Et comme si lui, il était capable de voir l'occulte et il montre que l'occulte est là. Et c'est étonnant aussi la réponse de la patiente où il fait une longue explication de comment elle est tombée amoureuse du patron et elle répond tout simplement oui. Je crois bien que c'est ça. Oui. Donc elle était absolument d'accord avec lui, tout était exactement comme c'était passé. Et là Freud il se dit mais pourquoi alors vous ne m'avez pas dit ça avant? Et puis elle dit, je le savais sans le savoir. Voilà. Et ça, c'est très Elle intéressant. répond exactement ce que Freud voulait écouter. Oui, oui. Mais je trouve intéressant aussi que Freud, à ce sujet, dit ça, c'est une chose qu'on ne peut pas comprendre si on ne l'a pas éprouvé soi-même. C'est ça. Il parle de lui. C'est très intéressant. Il parle de lui. À cette époque même, il était en train de vivre quelque chose de cet ordre-là. Ça veut dire quelque chose qu'il savait qu'il ne voulait pas savoir. Ça veut dire ça fait partie de son autoanalyse qui était déjà en cours. En relation probablement avec Bruyère, en réalité. Ah, tu penses que c'est avec Bruyère? C'est bien possible, oui. Comment Enfin, ça? je ne sais pas. Mais il y a une relation très forte entre les deux. À la fois une relation père-fils, d'une certaine manière, et puis en même temps une certaine révolte, parce que... Ça sent-elle brûler. Ça sentait brûler. Moi, je pensais que ça fascine la fin de leur relation, ça se terminait. Tout à fait, Ça oui. se terminait. Puis ils ont dû s'arranger dans la manière de l'écrire pour que ça convienne aux deux parties. Tout à fait, oui, bien sûr. Parce que, effectivement, déjà, à la conclusion de l'histoire d'Anao, c'est quand même très, très significatif, la manière dont Bruyère, tout à coup, est parti, s'est débiné, et puis a laissé le cas à Freud. Mais, enfin, je ne sais pas si cette histoire de savoir sans savoir, c'est vraiment en relation avec eux. Mais je trouve intéressant qu'à propos de la confirmation de la femme, ils disent ça. Mais bon, moi ce que j'ai trouvé aussi, je pense qu'il y a une association qui est... Elle reçoit la lettre 2 jours avant son anniversaire, elle veut l'ouvrir, et les enfants lui disent non, c'est pour ton anniversaire, on la met de côté pour dans 2 jours. Donc c'est beaucoup de gentillesse. Oui. Bon. Et puis, il y a le mot mère. Or, la mère des enfants est décédée, et puis il y a l'idée de prendre la place de la mère. Oui, c'est ça. C'est donc, il y a un lien en relation avec le mot mère. Oui, et Freud, il fait cette interprétation. Il dit, vous êtes amoureuse de votre patron, et puis vous aimeriez prendre la place de la mère. La mère des enfants. Et elle dit oui. Elle est absolument d'accord avec ça. Oui, mais elle n'aurait pas pu le dire d'elle-même. Elle n'aurait pas pu le dire d'elle-même. En tout cas, elle ne l'a pas dit. Elle ne l'a pas dit. On a l'impression que on n'est pas dans des choses très inconscientes là. Tout est déjà. Trop arrangé. Tout est déjà. Ça veut dire tout est déjà presque explicite. D'ailleurs, Freud lui-même il dit, c'est un cas léger. Ouais, on en revient à la question de la causalité de tous ces mots. Est-ce que ce type de situation va induire un tel déploiement énergétique défensif et amener à une conversion au niveau de l'olfaction? Moi, je trouve pas très... Oui, on n'est pas convaincu de la conversion. Je suis pas convaincu du tout. J'ai l'impression qu'elle a eu sa sinusite. Exactement, elle a une sinusite et une fantaisie. Et toute l'analyse, c'est l'analyse d'un souvenir, comme tu dis. Mais elle est quand même très gênée par ce souvenir persistant. Elle est quand même gênée. Elle est gênée non, pas seulement par ce souvenir, il s'attache beaucoup sur le souvenir, mais je pense que le symptôme principal, c'est
les symptômes dépressifs qui étaient plus clairs avant et qu'ils ne donnent pas trop d'importance dans l'analyse à ces symptômes dépressifs. Mais ils sont liés à toute l'histoire. Mais c'est un cas un petit peu de psychiatrie de liaison, un petit peu avant l'heure, quelque part. Ça fait vraiment penser à ce qu'on peut voir quand on fait de la liaison à l'hôpital, et puis on doit démêler un peu les choses. Il lui est adressé par un collègue, si je me rappelle bien du début. Un collègue... ORL, c'est probablement Fliss, non? Ouais. peut-être. C'est peut-être Fliss qui a... En tout cas, j'ai pensé que ça pourrait bien s'agir de Fliss. Oui, justement, souvenir et savoir qu'on a un souvenir et pas vouloir le savoir en même temps. Non, j'ai dit Breuil, mais c'est... Tu penses que c'est... Fliss, oui. Mais peut-être qu'il y a quelque chose quand même aussi dans la relation avec Breuil. J'attends de cette conversation une modification foncière de son état, mais celle-ci ne se produit d'abord pas. Elle continua à être abattue et d'humeur dépressive. Une cure hydrothérapique que je lui avais prescrite en même temps la rafraîchissait un peu le matin. L'odeur d'entremets brûlés n'avait pas tout à fait disparu. En revanche, elle était devenue plus rare et plus faible. Elle ne se produisait, d'après ses dires, que lorsqu'elle était très émue. La persistance de ce symbole mnésique me fit présumer que celui-ci, en dehors de la scène principale, avait endossé la représentance des nombreux petits traumas annexes. Et c'est donc ainsi que nous cherchâmes tout ce qui pouvait être par ailleurs en corrélation avec la scène de l'entremet brûlé, abordant le thème des frictions domestiques, le comportement du grand-père, etc. Avec cela, la sensation d'odeur de brûlé disparaissait de plus en plus. En outre, cette période comporta une assez longue interruption, causée par une nouvelle affection du nez qui aboutit alors à la découverte de la carie de l'os ethmoïde. À son retour, elle relata que Noël lui avait apporté de très nombreux cadeaux de la part des deux messieurs, et même des domestiques de la maison, comme si tous s'efforçaient de l'amadouer et d'effacer chez elle le souvenir des conflits des derniers mois. Mais, disait-elle, cette complaisance flagrante n'avait fait sur elle aucune impression. Une autre fois, où je l'interrogeais sur l'odeur d'entremets brûlés, j'obtins l'information que cette odeur avait, certes, entièrement disparu, mais qu'à sa place une autre, semblable, la tourmentait, comme une odeur de fumée de cigare. Celle-ci devait sans doute avoir été là aussi auparavant, mais comme couverte par l'odeur de l'entremet. Maintenant, elle était sortie à l'état pur. Je n'étais pas très satisfait du résultat de ma thérapie. Il était donc arrivé là ce que l'on met toujours à la charge d'une thérapie simplement symptomatique. On avait enlevé un symptôme, simplement pour qu'un nouveau puisse s'avancer à la place vacante. Malgré cela, je me mis volontiers à l'élimination analytique de ce nouveau symbole mnésique. Mais cette fois, elle ne savait pas d'où provenait la sensation olfactive subjective, ni à quelle occasion importante elle avait été objective. « On fume quotidiennement chez nous, disait-elle. Je ne sais vraiment pas si l'odeur que je perçois signifie une occasion particulière. » Je persévérais maintenant pour qu'elle essaye de se souvenir sous la pression de ma main. J'ai déjà mentionné que ces souvenirs avaient une vivacité plastique, qu'elle était une visuelle. En effet, sur mon insistance, émergea en elle une image, d'abord hésitante, et seulement par morceaux. C'était la salle à manger de sa maison, où elle attendait avec les enfants que les messieurs reviennent de l'usine pour le repas de midi. Nous voilà assis autour de la table, les messieurs, la française, l'intendante, les enfants et moi. Mais ça, c'est comme tous les jours. Continuez à regarder l'image. Elle se développera et se précisera. Oui, il y a un invité, le chef comptable, un vieux monsieur qui aime les enfants comme ses propres petits-enfants. Mais il vient si souvent déjeuner qu'il n'y a là rien de particulier non plus. Ayez seulement de la patience, regardez seulement les images. Il se passera sûrement quelque chose. Il ne se passe rien. Nous nous levons de table, les enfants doivent prendre congé, et ensuite monter avec nous, comme tous les jours, au 2e étage. Alors,
C'est bien une occasion particulière. Je reconnais maintenant la scène. Lorsque les enfants prennent congé, le chef comptable veut les embrasser. Le patron s'emporte et l'apostrophe « Ne pas embrasser les enfants ». Voilà que ça me perce le cœur. Et comme les messieurs fument déjà, la fumée de cigare me reste en mémoire. C'était donc là la deuxième scène située plus profondément, qui avait agi comme trauma et laissé derrière elle un symbole mnésique. D'où venait donc l'efficience de cette scène? Je demandais, qu'est-ce qui est antérieur dans le temps? Cette scène-ci ou celle avec l'entremet brûlé? C'est la dernière scène qui est antérieure. Et ce, presque 2 mois. Pourquoi cette défense prononcée par le père a-t-elle été, pour vous, un crève-cœur? Le blâme n'était pourtant pas dirigé contre vous. Ce n'était tout de même pas correct de rabrouer un vieux monsieur qui est un ami cher et de plus un invité. On peut aussi bien dire ces choses-là calmement. Alors, ce n'est que la forme violente employée par votre patron qui vous a blessé. Étiez-vous peut-être gêné pour lui? Ou avez-vous pensé, si pour une telle peccadille il peut se montrer si violent envers un vieil ami et invité, comment serait-il seulement envers moi si j'étais sa femme? Non, ce n'est pas cela. Mais c'était tout de même à cause de la violence. Oui, à cause des enfants qu'on embrasse. Il n'a jamais aimé cela. Et voici qu'émerge de nouveau sous la pression de ma main le souvenir d'une scène encore plus ancienne qui fut le trauma proprement efficient et qui avait conféré à la scène avec le chef comptable son efficience traumatique. Quelques mois plus tôt encore, il était arrivé qu'une dame amie venue en visite avait embrassé, en prenant congé, les 2 enfants sur la bouche. Le père, présent à la scène, prit sans doute sur lui de ne rien dire à la dame. Mais après le départ de celle-ci, sa colère se déchaîna contre la malheureuse éducatrice. Il lui déclara que si quelqu'un embrassait les enfants sur la bouche, il l'en rendrait responsable, qu'il était de son devoir à elle de ne pas tolérer cela et qu'elle manquerait à ses devoirs si elle le permettait. Si cela devait se reproduire, il confierait l'éducation des enfants à d'autres mains. C'était l'époque où elle se croyait encore aimée et attendait une répétition de cette première conversation amicale. Cette scène-ci brisa ses espoirs. Elle se dit, si pour une chose aussi infime, et alors que je suis de surcroît complètement innocente, il peut se déchaîner ainsi contre moi, me faire de telles menaces, c'est que je me suis trompée. Ainsi, il n'a jamais eu le sentiment, tant soit peu chaleureux pour moi. Ceci lui aurait inspiré plus d'égards. Manifestement, c'était le souvenir de cette scène pénible qui lui revint lorsque le chef comptable voulut embrasser des enfants et fut roudoyé par le père. Il était vraiment en train de casser avec tous ses maîtres, à un moment-là, et son père aussi en train de mourir. Et puis c'est intéressant aussi le rapport avec ce qu'il dit à propos de Bernheim et de Léo. Oui. Je trouve ça tout à fait intéressant. Il dit, j'en avais assez de répéter quelque chose à quoi je ne croyais plus. Ouais. N'est-ce pas? Il était censé répéter, vous allez dormir, dormez. Puis si la personne disait, mais docteur, je dors. Oui, mais c'est pas dormir comme d'habitude, c'est autre chose, etc. Il devait répéter des phrases auxquelles il ne croyait plus. Oui. Et il en a eu assez. Oui, et on voit dans ce cas-là la fin de l'hypnose, mais le but, il reste le même que dans l'hypnose. C'est-à-dire, le but, c'est la catharsis, et le but, c'est de se rappeler de souvenirs oubliés, le but, c'est de nettoyer quelque chose qui a été fait autour du trauma. Mais tout simplement, il en a marre de cette histoire d'hypnose et il veut tout simplement discuter avec la patiente et arriver au même... C'est un peu le début de l'association libre, mais un peu dirigé, libéro-dirigé, parce qu'il... Ah oui, Amy Fonen, qui l'a vraiment mis dans l'association libre, a dit « Écoutez, laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Cessez de m'interrompre, cessez de me poser des questions. » Là, on le voit avec le signifiant odeur, fumée. Il relie ça à des souvenirs, on voit les associations qui sont faites, donc il induit aussi de manière un petit peu autoritaire. Oui, c'est ça, et je pense qu'il travaille beaucoup trop sur la défense, c'est-à-dire sans la nommer.
c'est-à-dire voilà, si la chose ne marche pas, si ça ne vient pas à jour, c'est parce que le patient se défend de souvenirs. D'ailleurs, il appelle l'hystérie de défense. Voilà, c'est-à-dire qu'il travaille trop sur la défense. Bon, je pense qu'il n'avait pas d'autres instruments. C'est le contexte. Voilà, c'est-à-dire c'est la défense. Mais dès que le patient, même dans l'hypnose, ne marchait pas, il force un peu la défense, puis après il a vu que ça ne servait à rien de forcer là-dessus, qu'il n'allait pas obtenir le résultat escompté, donc il essaie de trouver. Il fait un pas de côté, en essayant autre chose, mais toujours en travaillant sur la défense. Bon, mais le lien entre la sensation de s'être brûlé et puis l'événement, ça c'est pas lui qui l'a. Ça vient quand même de la patience. Oui. Mais si ça ne. C'est-à-dire, si c'est comme des pièces d'un puzzle, si ça ne va pas dans le bon sens, il dit là, vous résistez. Donc, il travaille beaucoup sur la défense résistante du patient. Mais là, il ne parlait pas encore de résistance, mais non, il parlait de volonté. Il ne nomme presque pas, mais disons que le mécanisme, on sent bien qu'il y a une espèce de confrontation entre le savoir du maître et la maladie du patient. Donc, il y a une confrontation tout le temps. Et il y a toujours cette recherche de l'occulte et l'idée que le patient s'oppose à révéler l'occulte, mais toujours il y a plusieurs occultes, un derrière l'autre. On a l'impression qu'il arrive à une conclusion, la patiente lui dit quelque chose, ça le satisfait, mais pas complètement. Il n'est pas complètement satisfait et il veut aller un peu plus loin. Et là, ensuite, il continue la recherche et il va... D'ailleurs, il parle pratiquement de deux types de symptômes à un certain moment. Ou deux types, oui. Le premier, c'est le dessert brûlé et le deuxième, c'est le cigare. Le cigare. Et chacun est associé à un traumatisme. Et pour lui, le traumatisme le plus significatif, c'est le plus ancien. Et ça, dans le cas Caterina, ça sera la même chose. Dans le cas Caterina, il y aura deux types de traumatisme. Il parle des facteurs traumatiques, c'est le primaire, primum movens, et puis les facteurs accessoires qui font que répéter, c'est une sorte d'après-coup, enfin. Il amène un peu déjà ces théories autour de l'après-coup, je trouve. Quel est l'accessoire ? Mais l'accessoire, là, dans le cas-là, il y a la remontrance, il y a la dame qui embrasse ses enfants, puis après le patron fait une remontrance. Si ça se reproduit, vous êtes chassé, ça c'est le traumatisme, si j'ai bien compris. Et puis ensuite, l'accessoire, c'est ce qui se repasse avec le comptable qui veut embrasser les enfants. Oui, mais je pense qu'il parle d'accessoires parce que ça fait revivre. Avant ça, ça c'est un deuxième moment. Dans un premier moment, il découvre un peu ce groupe d'idées autour de l'entremêle brûlé et c'est il parle de l'accessoire et puis après il arrive au facteur primaire. Le premier événement, c'est autour de l'entremêle brûlé, c'est cette émotion lorsque les enfants disent non. La lettre, ça sera pour ton anniversaire. D'ailleurs, ce n'est pas un traumatisme, c'est une émotion forte. Et ce n'est même pas désagréable. C'est presque touchante, même si c'est une référence à quelque chose de désagréable, puisque c'est la mère qui est morte et elle doit remplacer. Et elle sent déjà que peut-être elle ne pourra pas remplacer la mère. Peut-être qu'il y a quelque chose de désagréable là. Il parle entre le traumatisme et l'émotion forte et que serait ça l'origine de ce symptôme d'entremêle brûlé. Ensuite, il y a le deuxième symptôme qui est antérieur, c'est toujours comme ça chez Freud, ça veut dire celui qu'il découvre en deuxième, c'est le premier chronologiquement, et c'est le plus important aussi chronologiquement, c'est là que ça entre la question du cigare avec la grosse déception qu'elle a eue de voir que le patron, elle a pu avoir l'illusion que son patron était prêt à avoir une relation avec elle, et puis quand il l'a engueulée, elle a vu qu'elle s'était trompée. Cette structure, elle est exactement la même que dans le cas suivant avec Katharina, où il y a deux moments difficiles. Le premier qu'il découvre, c'est lorsqu'elle voit l'oncle ou le père
avec la nièce du père, n'est-ce pas, qui est en train d'avoir un rapport sexuel avec la nièce. C'est le premier traumatisme. Et le deuxième traumatisme, c'est lorsque Freud découvre que le père, c'est le deuxième qu'il découvre dans l'analyse, mais qui est le premier chronologiquement. C'est la séduction. C'est lorsque le père voulait coucher avec Katharina. Mais si on a une lecture structurale de la théorie de Freud, en tout cas à ce niveau-là, du reste après il le reprend en disant que c'est des couches. Hein, les couches comme dans comme l'archéologie. Comme l'archéologie. C'est ça. La théorie qu'il a, c'est des couches. C'est-à-dire, il y a une couche, l'autre couche, oui, et jusqu'à arriver au cœur. Mais si on fait une lecture, ce que disait l'occulte qui cache un autre occulte, si on fait une lecture lacanienne, c'est-à-dire que c'est une chaîne de signifiants, c'est-à-dire qu'on découvre la chaîne de signifiants du patient et la valeur que le patient ou même le thérapeute ou les deux vont donner à chaque signifiant qui revient. Qui revient ou bien qui s'enchaîne. C'est-à-dire c'est deux structures de lecture de la science. Une qui est diachronique et l'autre qui est synchronique. Et voilà, c'est un qui est plutôt que synchronique et l'autre qui est diachronique. Oui, il fait la fouille, comme il est de l'archéologie. Freud c'est plutôt diachronique, mais il y a aussi le synchronique. Exactement. Freud, à ce moment-là, il n'était pas sûr. À certains moments de son œuvre, il va penser un peu dans ce sens-là où tu parles, n'est-ce pas, de la signification de chaque chose. Là, non. Là, il est vraiment dans une espèce de recherche archéologique, voire évolutionniste, n'est-ce pas, où les couches les plus superficielles sont les plus récentes, celles qu'on découvre premier, que le technicien ou le médecin ou l'archéologue découvre le premier, sont les choses les plus récentes, et puis ensuite on découvre les choses les plus primitives, les premières et les plus importantes qui sont au plus profond. Ensuite, dans la question déjà d'un occulte qui cache un autre occulte, le plus important n'est pas forcément le dernier. Mais l'association libre, c'est rien d'autre que la chaîne de signifiants. C'est un signifiant qui mène un autre signifiant. Bon, on la voit un peu comme synchronique, mais ça peut être aussi diachronique. Hein, donc, c'est ça. Mais c'est-à-dire cette association, donc pas métaphorique, métonymique, qui va mener à quelque chose un peu d'inconnu, et des fois même inconnu pour le thérapeute. Mais lui-même, il a l'air de chercher quelque chose qu'il connaît déjà, c'est ça qui est drôle. Alors comment il a vu venir cette histoire de l'amour pour le patron, etc. On aurait dit il connaissait ça. Hein? Mais il l'a vu probablement, il l'a senti à cause de la manière dont cette fille aimait tellement s'occuper des enfants, etc. Et voulait prendre la place de la mère. Il a vu quelque chose. Probablement. Dans tous les théâtres de boulevard, ça arrive, ça, n'est-ce pas? Oui. Bon, puis après, il y a toujours quand même l'idée que tout est lié au sexuel, donc il est orienté sur la piste. D'ailleurs, mais là, il n'y a pas de sexuel comme dans le cas Caterina. Dans le cas Caterina, on est dans le franchement sexuel. Tandis que là, on est dans l'histoire Maintenant, on verrait les choses autrement parce qu'il y a un abus. La première chose. Bien sûr qu'on ne pourrait pas faire une analyse maintenant. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais quand il y a un abus, on ne peut pas. Il faut d'abord le repérer. Oui, bien entendu. Il faut le nommer. Puis là, bon, mais ce n'est pas les circonstances où il pouvait le faire, puisque ce n'est pas dans le cadre d'entretien avec... Oui, Éric Laurent, à un certain moment, il a dit que de nos jours, avec le cas Caterina, la chose serait résolue autrement. Il aurait appelé le SPJ et puis il aurait résolu la chose. Le préfet de police, serait oui, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, mais en tout cas, la question de repérer l'abus est importante. Oui. Mais non, mais ça peut rester dans la parole, il n'y a pas besoin d'appeler la police. Mais désigner l'abus. Parce que sinon, alors on est pris dedans. Oui, Freud n'a pas désigné l'abus dans cette histoire. Oui, parce que ça se faisait. C'est comme s'il y avait quelque chose d'ordinaire. Franchement, moi j'ai travaillé à Münzingen, dans le canton de Berne, où il y a de très belles fermes isolées. Ces fermes isolées sont des univers fermés sur eux-mêmes, où il y a très souvent clanique, avec un patron
couche un peu avec tout le monde. C'est souvent comme ça, n'est-ce pas? Et ça, il y avait quelque chose de culturel. C'était connu que dans ces fermes, il se passait des choses. Voilà, exactement. Aujourd'hui, ça devient un peu... c'est un scandale. Vous avez ce Epstein là, qui s'est suicidé. Je dis, bon, oui, c'est autre chose, mais je dis, mais Louis XIV faisait ça, et puis les gens trouvaient ça très bien. Mais, non, vous voyez, comme chez les époques, le type, voilà, il allait... Epstein n'est pas Louis XIV. Il n'est pas Louis XIV, mais c'était un riche, c'était un milliardaire, etc. au jet set, jusqu'à qu'on découvre, on peut dire, hop là. C'est-à-dire, à Louis XIV, ça passait, avec monsieur, le frère de Louis XIV aussi. Donc, des choses étaient autrement, donc étaient vues. Je pense que c'est pour ça que Freud n'a pas réagi de manière un peu péremptoire. Oui, mais enfin, c'est heureux qu'on puisse désigner la rue Oui, et puis mettre des limites. Épicrise. Je ne voudrais pas sous-estimer le cas de maladie raconté ici, bien qu'il corresponde à une petite hystérie légère et ne dispose que de symptômes peu nombreux. Il me paraît au contraire instructif que même une telle affliction, indigente en tant que névrose, nécessite autant de présupposés psychiques. Et en prenant compte cette histoire de malade, je suis tenté de la poser en modèle d'un certain type d'hystérie, à savoir la forme d'hystérie que même une personne sans charge héréditaire peut acquérir du fait d'expériences appropriées. Notez bien, je ne parle pas d'une hystérie qui serait indépendante de toute disposition. Une telle hystérie n'existe vraisemblablement pas. Mais nous ne parlons d'une telle sorte de disposition qu'une fois la personne devenue hystérique, la disposition n'ayant été confirmée par rien auparavant. La disposition névropathique, comme on l'entend habituellement, est autre chose. Elle est, dès avant l'entrée de la maladie, déterminée par le degré de charge héréditaire ou par la somme d'anomalies psychiques individuelles. Chez Miss Lucy R., rien de ces deux facteurs n'a pu être mis en évidence, pour autant que je sache. Son hystérie peut bien être nommée hystérie acquise, et celle-ci ne présuppose rien d'autre que l'aptitude vraisemblablement très répandue à acquérir de l'hystérie, aptitude dont nous détectons encore à peine les caractéristiques. Mais dans de tels cas, le point principal repose sur la nature du trauma, naturellement en cohérence avec la réaction de la personne envers le trauma. Il s'avère être une condition inéluctable à l'acquisition de l'hystérie que naissent entre le moi et une représentation qui l'approche un rapport d'inconciliabilité. J'espère pouvoir montrer ailleurs comment divers troubles névrotiques résultent des divers procédés dans lesquels s'engage le moi pour se libérer d'une telle inconciliabilité. Le mode hystérique de défense, pour lequel justement une aptitude particulière est requise, consiste alors en la conversion de l'excitation en une innervation corporelle. Et le gain est ici que la représentation inconciliable est repoussée hors du moi conscience. À la place, la conscience du moi contient la réminiscence corporelle née par conversion, dans notre cas, les sensations olfactives subjectives, et souffre de l'affect qui justement s'attache plus ou moins nettement à ces réminiscences. La situation qui est ainsi créée n'est désormais plus modifiable, étant donné qu'est supprimée par refoulement et conversion la contradiction qui aurait invité à la liquidation de l'affect. C'est ainsi que le mécanisme qui engendre l'hystérie correspond d'une part à un acte de pusillanimité morale et se présente d'autre part comme un dispositif de protection qui est aux ordres du moi. Il existe suffisamment de cas où il faut avouer que la défense contre le surcroît d'excitation par production d'hystérie était aussi à ce moment-là ce qu'il y avait de plus conforme à la finalité. Plus fréquemment, on arrivera naturellement à la conclusion qu'un plus grand degré de courage moral aurait été un avantage pour l'individu. Le moment proprement traumatique est par conséquent celui où la contradiction s'impose au moi
et où celui-ci décide de bannir la représentation contradictoire. Par un tel bannissement, cette dernière n'est pas détruite, mais seulement repoussée dans l'inconscient. Lorsque ce processus a lieu pour la première fois, un noyau et point central de cristallisation se trouve ainsi constitué pour la formation d'un groupe psychique séparé du moi, centre autour duquel se rassemble par la suite tout ce qui aurait comme présupposé l'acceptation de la représentation antagoniste. Le clivage de la conscience dans ces cas d'hystérie acquise est donc un clivage voulu, intentionnel, tout au moins souvent introduit par un acte de volonté. À vrai dire, il se passe autre chose que ce que l'individu a comme intention. Il voudrait supprimer une représentation, comme si elle ne lui était jamais parvenue, mais il réussit seulement à l'isoler psychiquement. Dans l'histoire de notre patiente, le moment traumatique correspond à cette scène que lui fit son directeur à propos des enfants qu'on embrassait. Pourtant, cette scène reste pour un temps sans effet visible. Peut-être l'humeur dépressive et la susceptibilité ont-elles commencé avec elle, je n'en sais rien. Les symptômes hystériques n'apparurent que plus tard, à des moments que l'on pourrait qualifier d'auxiliaires et que l'on caractériserait volontiers par le fait que confluent en eux temporairement les deux groupes psychiques séparés, comme dans la conscience somnambulique élargie. Le premier de ces moments dans lesquels a eu lieu la conversion fut chez Miss Lucy R, la scène à table, lorsque le chef comptable voulut embrasser les enfants. Ici, le souvenir traumatique entra en jeu et elle se comporta comme si elle n'avait pas détaché d'elle tout ce qui se rapportait à son inclination pour son patron. Dans d'autres histoires de malades, ces divers moments coïncident, la conversion se produisant immédiatement sous l'action exercée par le trauma. Le deuxième moment auxiliaire répète à peu près exactement le mécanisme du premier. Une forte impression réinstaure provisoirement l'unité de la conscience et la conversion emprunte la même voie que celle qui s'était ouverte la première fois. Ce qui est intéressant, c'est que le symptôme apparu en second couvre le premier, de sorte que celui-ci n'est pas ressenti clairement avant que celui-là ne soit éliminé. Ce qui me paraît également remarquable, c'est l'inversion de l'ordre de succession auquel même l'analyse doit se plier. Dans toute une série de cas, il m'est arrivé des choses similaires. Les symptômes apparus ultérieurement couvraient les premiers, et seul le dernier, auquel parvenait l'analyse, détenait la clé de l'ensemble. La thérapie résida ici dans la contrainte qui imposa l'union du groupe psychique séparé par le clivage avec le moi conscience. Curieusement, le succès n'alla pas de pair avec le degré de travail fourni. C'est seulement lorsque le dernier morceau fut liquidé qu'intervint une guérison soudaine. Du côté de l'accuseur, comme on perd. Qu'est-ce que tu as trouvé du cas Caterina? Bon, moi j'ai trouvé qu'il a envie de mettre de la couleur locale d'abord. Il y a ça. C'est-à-dire il raconte, il est dans sa balade Les Héros étranges. Ah oui, et puis je lui conserverai son dialecte, etc. Et puis c'est seulement... C'est très littéraire, ouais. C'est un côté Et le bon air pur, malgré le bon air pur, on a quand même des névroses. Voilà. Et Borch Jacobson dit il faut le voir avec son chapeau de tyrolien et son... Il est en plein, mais habillé comme un tyrolien. Et puis j'ai pensé à l'architecture de ce chalet, c'est-à-dire qu'elle parle de gang, donc c'est un couloir, et traduit par Anne Berman, traduit par Palier. Depuis le couloir, on voit la chambre. Comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Eh bien, la seule façon de l'imaginer, à mon avis, c'est que c'est un couloir avec les chambres d'un côté, puis de l'autre côté une série de fenêtres, et puis la chambre, elle a aussi une fenêtre. Donc, elle a vu, et on dit son oncle, mais le père avec Francisca à travers deux vitres, n'est-ce pas? Enfin, c'est des détails, mais ça m'a intéressé d'imaginer concrètement la situation. Alors, voilà, elle dénonce à ce moment-là, ça elle dénonce à la mère, elle n'a pas encore dénoncé
le fait que le père avait eu un harcèlement sexuel à son égard. Il l'a dit que plus tard, alors la mère a dit « Ah, ben ça, on pourra l'utiliser si on va au tribunal. » Mais... Oui. Mais est-ce qu'il y avait lieu de dénoncer l'abus, hein? Non, mais pas, non, je m'exprime mal. Est-ce qu'il avait lieu de le dire alors que c'était déjà nommé quelque part? C'est ça, c'est-à-dire que là, il n'avait pas les circonstances pour le faire, parce que ce n'était pas une thérapie avec un cadre, hein, il est là, et puis il apprend petit à petit lui-même. Et je ne sais même pas si à l'époque, légalement, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir si on dénonçait l'abus. Oui, mais je ne parle pas de dénoncer juridiquement, mais au moins dans l'entretien, c'est on faire ça. Cliniquement. Cliniquement, oui. Au niveau des symptômes de Caterina, parce que c'est aussi un autre cas qui est résolu de façon... Tout est très simple et facile dans les résolutions, dans les études sur les stériles. Le rapport entre le psychisme et le corporel aussi, ici, il est marqué d'une façon qui m'a beaucoup étonné. Parce que il dit ceci, il dit... où est-ce que c'est cette histoire-là? Oui, comme il dit, un cœur virginal. Virginales Gemüt, n'est-ce pas? Qui peut être choqué par la sexualité. Mais l'histoire que depuis le complexe des sensations, de angst, donc il dit ceci, il y a le complexe des sensations liées à la peur, et elle relève là un facteur d'oppression respiratoire. Atembeengung, oppression respiratoire, ungebührlich hervor. Ungebührlich, ça veut dire de façon incongrue. C'est comme si l'apparition, il disait que dans un contexte d'angoisse, l'apparition de l'oppression respiratoire est un facteur inattendu. Ungebührlich, c'est-à-dire, ça peut signifier obscène, mais ça signifie surtout incongru. Alors que c'est une expression assez courante de peur d'avoir un symptôme respiratoire, c'est pas inattendu. C'est ça, c'est normal, l'hyperpnée même, c'est un des... Mais là, il ne traduit pas ce mot d'ailleurs dans le français. Mais moi j'ai été étonné j'ai été étonné de son étonnement. Ils ne traduisent pas? Ils ne traduisent pas le mot ungebührlich. C'est l'élément suffocation que la jeune fille soulignait dans ce complexe d'angoisse. Freud dit dans ce complexe d'angoisse, étonnamment, de façon incongrue, la jeune fille parle de suffocation. C'est curieux qu'il trouve ça étonnant. Enfin bon, c'est un détail. Puis alors, le petit cas en note, n'est-ce pas? Je tenais, on me dit c'est pas ça. Non, c'est quand même ça. Quel cas tu parles? Du cas qu'il y a en note de Caterina, enfin c'est quelques lignes, n'est-ce pas? Je vais décrire le cas où ce rapport causal m'est apparu pour la première fois. Je traitais une jeune femme souffrant d'une névrose compliquée et, comme il arrive souvent, refusait d'admettre que ses troubles étaient survenus après son mariage. Elle m'objectait qu'étant jeune fille, elle souffrait déjà d'accès d'angoisse qui se terminait par un évanouissement. Je tins bon. Il a tort de tenir bon, puisque justement, ça va contre ce qu'il vient de dire, n'est-ce pas? Et puis elle me dit, voilà, c'est qu'elle a vu son père entrer dans la chambre de la mère, et puis elle a entendu du bruit après. Et puis, n'est-ce pas, son cœur virginal. Le cœur virginal. C'est quand même un peu... La question de la virginité avait toute son importance, c'était bien pas entendu. un côté dramatique. Mais tu avais parlé au début de la question méthodique de Freud. Dans le cas Caterina, on voit quand même la méthode de Freud, mais autrement, d'une façon beaucoup plus souple, moins comme ça, systématique, comme on peut voir dans le cas de Miss Lucière. Oui, il faut dire que c'est un autre contexte. Il est en dehors de son cadre. C'est ça. Il a pensé quand même à utiliser l'hypnose, mais il s'est dit que l'hypnose dans les montagnes, ça n'avait pas marché mieux que l'hypnose. Et avec la conversation va tout aussi bien. Surtout que lui, il n'est pas doué pour l'hypnose.
Mais si on voit ces deux cas, que ce soit le cas de Miss Lucière et le cas de Caterina, qui sont des cas beaucoup plus simples que par exemple de Amy Fonen, en même temps, on voit la méthode plus clairement que dans le cas d'Amy Fonen. Parce que dans le cas d'Amy Fonen, il y avait ces descriptions qui étaient tellement lourdes au début, c'était les notes qu'il prenait tout de suite après chaque séance, il prenait des notes, et il montre des notes exhaustives, et là on voit moins clairement parce que ça s'embrouille finalement, toutes ces hypnoses qui marchaient plus ou moins bien ou ne marchaient pas. On voyait ces échecs, ces réussites dans le cas d'Amy Fonen, et tandis que dans la description de Miss Lucière, surtout, les choses sont beaucoup plus claires. Il est un peu moins médical quand même dans ces deux textes, je trouve. Surtout dans le Caterina. Parce qu'il y a ce côté d'exhaustivité, de tout dire, qui est un peu, que je trouve pénible, parce qu'on perd le fil, et là, c'est déjà un peu plus souple. Il est moins à vouloir faire le lavage auto, le lavage des souvenirs, quand même un peu moins, je trouve. Il reste quand même assez autoritaire, il y a un petit côté interrogatoire de police, où il pose ses questions, mais il est un peu moins médical, je trouve. Moi, je trouve qu'il y a quand même un petit changement, je ne sais pas en combien d'années ça s'est fait. Pour lui, ça reste encore très important, la question du charisme et de l'autorité du médecin. Et il parle beaucoup de ça dans ce cas de... il dit qu'il renonce à induire le somnambulisme, c'est ça, l'hypnose, la conversation va tout aussi bien, mais il faut quand même forcer le patient à fermer les yeux. Willkürlich, exprès, donc il insiste. Ça veut dire, il parle de la résistance de la patiente et il oppose ça à l'autoconfiance du médecin. C'est ça qui est intéressant. Et cette autoconfiance fait partie de la méthode. C'est pour que ça marche, ça fait il faut que le médecin dise ça marche. C'est là qu'il est encore médical dans le. Hein? Ça veut dire, il a besoin d'être en autoconfiance. C'est le charisme en fait qu'il admire tellement chez Bernheim, qui marche tellement bien pour Bernheim, et que pour lui, il ne marche pas, parce que lui, justement, son autoconfiance, elle est de temps en temps, elle vacille. On voit l'effort qu'il essaye de faire pour s'imposer par rapport à soi-même, pour s'imposer par rapport à la patiente. Donc ce qui est intéressant, c'est que plus grande est la résistance de la patiente, plus petite est l'autoconfiance du médecin. Et puis l'autre point, c'était justement ce charisme de Bernheim qu'il a admiré tant, et que pour lui c'était la raison de l'efficacité de la méthode de Bernheim, qu'il essaye d'ailleurs de reproduire, mais autrement, sans passer justement par l'hypnose, parce que son charisme n'était pas à la hauteur de Bernheim. Mais l'autorité et la domination, ça se travaille. Là, la domination et l'autorité, ça se travaille. Oui, c'est-à-dire que c'est aussi un travail de mise en condition, disons. Hein. Donc, et que ça faisait partie à l'époque, donc cette autorité, il fallait qu'elle soit présente pour qu'il y ait une possibilité pour que ça ait des effets. Donc, je pense qu'il était un peu conscient de ça, sans mettre beaucoup de mots, mais c'est-à-dire que cette position de celui qui sait du sujet sachant, c'était important pour qu'il s'ait des effets. Il ne va jamais lâcher cette histoire. Et on sait qu'encore aujourd'hui, ça marche. Encore aujourd'hui, ça marche, mais moins qu'à l'époque, parce que déjà, le médecin ou le psychanalyste, ils n'ont pas socialement la même autorité qu'à l'époque. Exactement. D'une part, ça, il y a l'aspect social, mais aussi il y a la question de toute l'élaboration du sujet supposé savoir. C'est ça. Exactement. C'est-à-dire, encore aujourd'hui, quand on va chez le docteur pour de quelque chose, on va pour une consultation. On va pour consultation. On va chercher à en savoir qu'on a pas. Et d'emblée, Freud, il dit ces choses qui nous font penser déjà à l'accord, il dit que, au fond, elle savait de quoi elle souffrait et l'origine de ce qu'elle souffrait. Il tire parti de cette position, et de plus en plus consciemment, parce que je pense qu'au départ, il voyait des effets, mais de plus en plus consciemment. Bon, l'époque aidait aussi, cette assise du notable, etc. Donc ça aidait. Mais petit à petit, je crois qu'il commence à avoir des effets
presque palpable dans son dispositif. Et d'ailleurs, je trouve très intéressant la manière dont il se détache un peu de cette position d'autorité en tenant compte de sa propre perception quand il dit « j'étais fatigué de dire des choses que j'avais appris qu'il fallait dire et que j'en avais marre de dire ça. Et alors j'ai préféré me débarrasser de ces mots et de l'embarras que ça me crée. » Oui, oui. Et j'ai pensé beaucoup à moi au début de ma pratique, où j'étais supervisée par des claniens qui me disaient qu'il fallait faire des interprétations comme ci, comme ça, le pénis à travers la gorge, etc. Et puis, moi, je disais ça aux enfants, les enfants me regardaient avec des gros yeux. Aujourd'hui, tu serais... Et ça ne marchait absolument pas. On te signalerait au Et puis, j'ai commencé à cacher à mes superviseurs que je disais pas du tout ça, parce que j'étais très mal en point. Après, je me disais, mais mon Dieu, puis je ne me voyais pas continuer à dire ces bêtises aux enfants. Ils me regardaient, mais qu'est-ce qu'elle a, la dame? Donc, c'était très difficile. Je me suis un petit peu inconnue, mais pour moi, c'était plus dramatique que pour lui, hein, parce que, voilà, il avait plus d'assises que moi dans ma pratique. Il s'est rebellé rapidement contre la technique qu'on lui imposait, oui. Mais que lui-même, il voulait appliquer. Au début, il voulait vraiment. Mais c'est ça qui est un peu insupportable, en tout cas pour moi, que ce soit dans les écoles de psychanalyse ou dans les institutions, il y a cette espèce de position de maître qu'ont les personnes qui veulent apprendre aux autres, et puis il y a telle chose à faire, et puis on doit procéder de telle manière. Bien sûr qu'il y a des lignes un petit peu générales où il faut être attentif, mais après chacun doit trouver un peu son style quelque part. Oui, mais je et pense qu'est-ce qui nous prouve que telle méthode est meilleure que telle autre? Je pense que ça c'est historiquement déterminé. Il y a eu un moment dans l'histoire de la psychanalyse, peut-être on va revenir à ça plus tard dans d'autres cas aussi, où c'est devenu extrêmement coercitif, le cadre, la méthode, etc. Et où il y avait une obligation d'universalisation, où tout le monde devait travailler de la même façon. Il y avait peu d'espace pour Il y a quelque chose de coercitif dans les séances, mais aussi dans les réunions, dans la formation et dans les groupes d'intervision. Et je t'ai montré l'article d'Enni, n'est-ce pas, où on voit comment il raconte ces espèces de... C'était le bureau politique, hein, ces séances d'intervision, c'était le bureau politique. Il y avait des consignes, ne pas parler pendant les 3 premières séances, ne rien dire, des choses comme ça, qui sont... une absurdité. Mais qui s'est encore pratiqué. Mais c'était comme ça. C'était comme ça. C'est encore pratiqué. Il faut lire l'article de même à l'écrit, mal foutu, mais où il a l'honnêteté de dire ce à quoi il a pendant des années, à quoi il a participé. Parce qu'on a l'impression qu'à cette période ici, à la fin du 19e siècle, le rapport avec le maître était moins fort qu'il a pu être plus tard, justement dans les années 50-60, à l'apogée, même 70, ou à l'apogée de... Et ce qui est frappant, si on voit certains patients qu'on suit actuellement, qui ont suivi des traitements analytiques où la personne ne disait rien, puis ils sont partis. Certains me disent qu'ils ne voyaient pas le sens, et puis... Mais encore aujourd'hui, j'ai des patients qui vont des fois faire des consultations, donc à la consultation publique, à la psychiatrie d'adulte, et il dit, mais ça fait 3-4 séances que je vais, il me fait que poser des questions, puis il me dit rien, donc il se sent vraiment très à l'opposé, il y a l'attitude de Roustan qui dit, le psychanalyste, lui, il dit, je fais partie du mobilier. Moi j'aime partie du mobilier. C'est l'autre extrême. J'aime mieux cet extrême-là. Moi je trouve que c'est... Il faut être présent, il faut dire des choses. Mais bon, il y a l'attitude complètement autoritaire, il y a l'attitude consistant à dire je fais partie du mobilier. Moi j'aime mieux cette attitude-là. Peut-être que ça va trop loin. Et quelle attitude du mobilier? C'est François Roustan. Oui. Il dit moi je fais partie des normes. Le patient vient ici, et moi je suis un des éléments. Je suis un élément du cadre. Il intervient. Oui, mais il intervient. Oui, mais c'est pas la même idée que dans la psychanalyse des années 50 où mais il fallait rien dire. C'était un Anglais, je pense qu'il s'habillait d'ailleurs toujours de la même façon pour maintenir le cadre inaltéré. Il fallait que le cadre soit toujours le même. C'était Meltzer. Je pense que c'est Meltzer. Oui.
Ouais, probablement. Les Kleiniens, ils étaient vraiment très très rigides. Mais Freud, là, il ne prend pas du tout la position du meuble, hein, donc il pose des Non, il parle, il questionne. Alors, Freud, il est dans un combat avec cette question de l'autorité du médecin. En même temps qu'il veut échapper à l'autorité, toute la psychanalyse, et à certains moments, il trouvait même que l'hypnose était trop autoritaire, et c'est pour ça qu'il va vers la psychanalyse, vers l'association libre qui est moins autoritaire, et en même temps, il a besoin de l'autorité pour pouvoir... Mais tout en se basant sur des propos de Bernheim, il le dit. Que les personnes qui ont été dans un état somnambulique se rappellent quand même le lendemain, si on veut. Il part quand même de là. Ouais. Je crois qu'il dit ça enseignement plus ou moins. Ouais. Mais pardon. Ok. Alors, merci. Merci beaucoup, Jean. Et pour la prochaine fois, alors, ça serait vraiment le cas d'Elisabeth von Eyre. On pourrait faire éventuellement reprendre un peu Katharina avec Elisabeth von Eyre. De toute façon, on reprend un peu toute on fait la synthèse. Donc l'idée, ça serait qu'on puisse se voir la prochaine fois. Il y aurait aussi Luci Baggi. Elle vient de la littérature, puisque l'idée, c'est que justement ces cas de Freud sont entre la question médicale et le littéraire, n'est-ce pas? D'ailleurs, il a été beaucoup critiqué par être trop littéraire. Donc, l'idée qu'une personne qui est venue de la littérature comme Luci Baggi puisse faire un regard littéraire sur les cas cliniques de Freud. Au contraire de, par exemple, lorsque Freud il fait un regard psychanalytique sur la littérature, là, c'est le littéraire qui fait un regard littéraire sur Freud. Donc, nous serions avec elle aussi. Et donc, l'idée, ça serait en septembre.